Début octobre 1993, alors que les Américains menaient leurs activités quotidiennes, beaucoup ont été surpris d'apprendre des événements dramatiques survenus à des milliers de kilomètres. Dans le pays pauvre et déchiré par la guerre de Somalie, impliquant leurs propres troupes dans une ville dont peu d'entre eux avaient jamais entendu parler, se battaient dans les rues de la capitale somalienne, la bataille de Mogadiscio, comme les livres d'histoire américains s'y réfèrent, a eu lieu l'après-midi du 3 octobre 1993 à travers la nuit et jusqu'au lendemain matin. Pour les forces américaines, ce serait l'une des batailles urbaines les plus intenses depuis la guerre du Vietnam 2 décennies plus tôt et, par conséquent, ils ont subi plus de morts et de blessés en quelques heures que les années d'opérations récentes combinées, culminant avec l'abattage de 2 hélicoptères Black Hawk de l'armée américaine United States Army Helicopter 60. Pourtant, malgré ces facteurs, la bataille elle-même est considérée comme un succès tactique pour les forces américaines impliquées, car, malgré des chances redoutables, des restrictions politiques à l'étape de la planification et des imprévus, une force de moins de 100 soldats américains a tenu tête à plus de 10 fois leur propre nombre d'hostiles lourdement armés qui ont déversé des flots de balles et de grenades propulsés par roquettes sur leur position dans une embuscade coordonnée intense. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner les événements qui ont conduit à la bataille elle-même et les retombées de toute l'affaire, qui est connue dans le monde entier sous le nom de la bataille des forces américaines, l'incident du Black Hawk abattu. Sur cette chaîne, nous traitons de sujets délicats liés aux périodes les plus sombres de l'histoire humaine, avec un accent sur l'histoire militaire. Si vous avez visionné nos vidéos, vous avez sans doute une idée de vos tactiques en temps de guerre. Notre sponsor Call of War vous permet de tester votre sang-froid et votre stratégie pour gagner une guerre. Call of War est un jeu PvP de stratégie en ligne multijoueur gratuit, accessible à la fois sur PC et mobile. Jusqu'à 100 autres joueurs sur la même carte historique que vous, et chaque jeu est immersif et se joue en temps réel. Vous choisissez vos tactiques pour voir si vous pouvez gagner. Vous pouvez jouer une stratégie à long terme et former des alliances avec d'autres joueurs, ou vous plonger dans l'armement secret pour construire votre armée et faire la guerre à tous ceux qui vous entourent. C'est un jeu à grande échelle. Jouez stratégiquement pendant des semaines pour gagner. Le jeu, régulièrement mis à jour, offre une richesse de détails et du nouveau contenu. C'est gratuit à jouer, mais si vous cliquez sur le lien, vous obtiendrez un pack de démarrage unique pour booster votre jeu, qui comprendra 13 000 pièces d'or et 1 mois d'abonnement premium. Disponible seulement pour les 30 prochains jours, cliquez, choisissez votre nation et remportez votre victoire. Intervention. En 1992, le complexe militaire américain prospérait. Non seulement il était sorti victorieux de la guerre froide sans avoir eu à affronter l'Union soviétique dans un conflit nucléaire armé, mais il avait également dirigé une coalition multinationale de nations dans une défaite étonnante de l'armée irakienne de Saddam Hussein, alors la 5e plus grande du monde, suite à son invasion non provoquée du Koweït. En 1991, la guerre du Golfe a influencé non seulement la conduite future des guerres, mais aussi leur perception domestique. La démonstration de puissance technologique par l'armée américaine contre l'Irak a non seulement effacé l'échec du Vietnam, mais a aussi bénéficié aux États-Unis, à faire apparaître la guerre comme si elle pouvait désormais être menée de manière propre. Images de bombes intelligentes, ciblant les conduits de ventilation des bâtiments, ont éclipsé les batailles terrestres macabres de 3 jours qui ont mis fin au conflit, conduisant à la croyance que cette technologie pourrait rendre obsolète l'idée de troupes en combat rapprochées. Bien sûr, de nombreux dirigeants militaires et analystes ont mis en garde contre cette idée, déclarant que la guerre ne serait jamais comme un jeu vidéo. Peu de personnes en dehors du milieu militaire ont pris en compte cet avertissement, laissant les politiciens américains croire qu'il n'y avait aucune opération militaire irréalisable de façon nette et chirurgicale par les États-Unis.
Peu d'endroits dans le monde à cette époque ont démontré les réalités brutales et amères de la guerre que la situation en Somalie. Déjà frappé par la sécheresse et la famine, le pays a éclaté en guerre civile en 1988. Des factions ont renversé le gouvernement socialiste du major-général Mohamed Sayed Baha en 1991. Les factions rebelles se sont opposées, luttant pour la terre et la nourriture, exacerbant davantage la crise humanitaire désastreuse. D'une certaine manière, les approvisionnements alimentaires sont devenus une arme, des seigneurs de guerre comme le général Mohamed Farah Aidid, ayant activement choisi d'affamer à mort leurs adversaires et leurs familles. 300 000 personnes sont mortes de faim au premier trimestre 1992, tandis que 1,5 million ont été déclarés par les Nations Unies comme étant au bord de la malnutrition. De plus, 3 millions de personnes ont fui le pays pour échapper à la violence en tant que réfugiés. Tout cela dans un pays dont la population n'était que d'environ 10 millions, soit presque l'équivalent de Londres, en 2023. Le monde était horrifié et se tournait vers l'ONU pour une solution. Le Conseil de sécurité de l'ONU a aidé à négocier un cessez-le-feu entre les forces d'Aidid et son plus grand rival sous la forme de la faction, dirigée par Ali Mahdi Mohamed. Bien que les deux hommes aient accepté le cessez-le-feu, ils se sont avérés difficiles à gérer et ont constamment frustré les efforts pour établir une paix durable et pour envoyer de l'aide aux civils affamés. De plus, l'ONU a adopté la résolution 751 qui visait à établir une petite force de maintien de la paix pour surveiller le cessez-le-feu et aider à acheminer l'aide à travers le pays. Initialement composé de 50 casques bleus principalement d'Afrique ou de pays musulmans comme l'Égypte, lorsqu'il est devenu évident que le cessez-le-feu existait principalement sur le papier, la force a été augmentée. Cependant, au cours de l'été 1992, il devenait de plus en plus évident que la situation continuait de se détériorer. Mohamed Farah des Nations Unies était membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Force pour Aidid et Ali Mahdi Mohamed luttaient pour conserver le pouvoir, leurs propres factions se fragmentant en plus petites. Beaucoup de ces factions ont commencé à attaquer activement la force de maintien de la paix qui était souvent mal équipée pour gérer un combat aussi intense. Sentant la faiblesse, en novembre 1992, Mohamed Farah Aidid a commencé à défier formellement le Conseil de sécurité et a ouvertement exigé le retrait de la force de maintien de la paix, tout en déclarant une intention hostile envers la force de maintien de la paix. Tout autre déploiement de l'ONU. La pression commençait à monter sur le gouvernement des États-Unis pour qu'il intervienne, mais le gouvernement de George Bush était déjà en train de s'impliquer dans la situation qui se détériorait dans les Balkans, et en particulier en Bosnie. Les deux situations avaient des nuances de l'histoire de la guerre du Vietnam, donc il y avait peu d'appétit pour une intervention à grande échelle dans l'une ou l'autre. Cependant, à l'inverse, les États-Unis ne pouvaient pas rester en retrait et ne rien faire, car le Conseil de sécurité de l'ONU était activement défié et les casques bleus étaient attaqués. Opération Restore Hope. Le président des chefs d'état-major conjoint des États-Unis, le général Colin Powell, l'une des étoiles de la campagne pour évincer Saddam Hussein, a recommandé une intervention américaine massive mais brève sous le commandement américain plutôt que celui de l'ONU pour faciliter la livraison de fournitures de secours et empêcher un effondrement total du Powell croyait que cela permettrait aux États-Unis de conserver l'initiative, minimisant le risque pour les forces américaines, et offrirait à l'ONU l'espace nécessaire pour rassembler une force de maintien de la paix plus grande et plus capable, qui prendrait le relais dès que possible, évitant ainsi que les États-Unis ne soient entraînés dans une longue campagne. Pour le président Bush, cela semblait être l'option à faible risque, tout en aidant à maintenir le pouvoir et l'influence du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi qu'à renforcer le prestige militaire américain. Cela répondrait également à ses critiques concernant la gestion de la situation somalienne qui faisait les gros titres, juste au moment où une année électorale était sur le point de commencer aux États-Unis. Les préparatifs ont débuté début décembre 1992 avec la rédaction par l'ONU de la résolution 794 du Conseil de sécurité, légitimant la mission. Le 3 décembre, baptisée Opération Restore Hope,
L'intervention a commencé le 8 décembre et a été dirigée par le premier corps expéditionnaire des Marines des États-Unis, bien qu'il s'agisse d'une campagne multiservice opérant sous la direction d'une force opérationnelle unifiée ou UNITAF avec le commandement général donné au lieutenant des Marines, le général Robert B. Johnson. Aux premières heures du 9 décembre, des équipes de forces spéciales ont atterri en Somalie, avant la force principale de 1300 marines qui ont été transportées par avion au-dessus de la plage et jusqu'à l'aéroport de Mogadiscio. Plutôt que des rafales de tirs de seigneurs de guerre hostiles, ils ont été accueillis par les flashs des médias du monde entier, qui s'étaient rassemblés à l'aéroport pour rendre compte de l'événement. Généralement, la population locale a accueilli les forces américaines avec jubilation. Beaucoup de seigneurs de guerre savaient qu'ils ne pouvaient espérer affronter la puissance de feu impressionnante d'une force expéditionnaire militaire des États-Unis et ont donc soit dérivé vers la campagne, soit accepté de coopérer, certains allant jusqu'à se rendre leurs armes lourdes. UNITAF a donc réussi dans son objectif d'atteindre rapidement un certain degré de stabilité pour sauver la mission de l'ONU sur place de l'effondrement et sécuriser les convois d'aide à la population affamée. Malgré sa nature américaine, la mission a bénéficié du soutien de troupes de 23 pays alliés comme l'Australie, le Canada, la France et le Japon. La France, le Maroc et le Pakistan, et à son apogée, Restore Hope, impliquait 38 000 soldats, et il travaillait pour soutenir le personnel de quelques 49 agences internationales de secours. De retour aux États-Unis, il y avait un sentiment de mission accomplie, et maintenant la course était lancée pour transférer la mission en cours à l'ONU et retirer l'UNITAF. La crainte était toujours qu'un incident se produise par accident dans un environnement aussi complexe, ce qui forcerait d'une manière ou d'une autre les États-Unis à étendre leur mission et les entraînerait peut-être dans des années de guerre sanglante. La guerre du Golfe a peut-être aidé à effacer la tâche du Vietnam, mais son héritage était toujours fermement ancré dans l'esprit de tous ceux qui étaient restés à la maison. Il y a eu plusieurs escarmouches à petite échelle avec des bandits ou des factions incorruptibles, ainsi que quelques erreurs tragiques. Un soldat américain a tiré sur un petit garçon qui semblait courir vers lui avec ce qu'il supposait être une bombe, mais qui s'est avéré être une boîte inoffensive. On a jugé que le soldat avait agi conformément aux règles d'engagement, cependant on ne pouvait pas en dire autant d'un soldat américain qui a tiré sur un homme qui lui avait volé ses lunettes de soleil. Néanmoins, la situation globale a été gérée avec soin, grâce à une combinaison de moyens militaires et diplomatiques, et ainsi, à partir de fin avril, Restore Hope a commencé à se calmer alors que la nouvelle force de l'ONU, plus robuste, était assemblée. Le 4 mai, Restore Hope a été officiellement suspendu alors que la force de l'ONU était sous le commandement général du lieutenant-général de l'armée turque, Servak Bur. Son adjoint était le major général américain, Thomas M. Montgomery, permettant aux États-Unis de préserver leur influence dans la mission actuelle. L'homme le plus recherché en Somalie. La transition était tout sauf ordonnée et la nouvelle force de l'ONU arrivait encore dans les jours suivant la fin de Restore Hope. En outre, les troupes américaines et leurs alliés gagnaient le respect réticent des seigneurs de guerre. Les troupes de l'ONU étaient déconsidérées comme plus faibles ou pas aussi engagées dans leur mission. Ainsi, l'hostilité envers la nouvelle vague de troupes étrangères a fortement augmenté dans les semaines et mois suivants. Ceci malgré le fait que les États-Unis aient laissé derrière eux une force de réaction rapide au sol de 1100 hommes détachés de la 10e division de montagne et une chaîne de soutien logistique substantielle. La violence envers les casques bleus atteindrait son paroxysme le 5 juin 1993 lorsque des membres de l'Alliance nationale somalienne sous la présidence de Mohamed Farah Aidid ont tendu une embuscade à une force de maintien de la paix pakistanaise. 24 soldats pakistanais de l'ONU ont été tués et 44 autres ont été blessés. Le lendemain, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 837 autorisant une position plus agressive contre Aidid et ses partisans. Les troupes de l'ONU ont commencé à mener des contre-mesures. Des patrouilles militaires de l'ONU en véhicules blindés ont fait face à Mogadiscio, tandis que les États-Unis ont envoyé des Lockheed AC-130 pour un soutien de feu lourd. Si Aidid tentait une autre embuscade. En plus de leur rôle de tir direct, les AC-130 ont également effectué de nombreuses missions de guerre psychologique et ont mené leurs propres raids contre le réseau d'Aidid, ciblant ses installations de stockage d'armes
et sa station de radio de propagande. Aidid est devenu l'homme le plus recherché en Somalie et une récompense de 25 000 $ a été affichée, une somme substantielle pour le Somalien ordinaire. La force opérationnelle 325 Aviation des États-Unis a reçu la mission d'arrêter Aidid, mais malgré plusieurs pistes prometteuses, Aidid a toujours réussi à leur échapper. Aidid n'a pas pris à la légère l'attention qu'il recevait et a répliqué en faisant exploser une bombe sous un véhicule de la police militaire de l'armée américaine. À Mogadiscio le 8 août 1993, tuant 4 policiers militaires. En réponse, le secrétaire à la Défense, maintenant les Aspins de l'administration Clinton, a dirigé le déploiement d'une force opérationnelle conjointe spéciale pour traiter directement avec Aidid et ses partisans. Surnommée Task Force Ranger, l'unité combinée comprenait des éléments d'une variété d'équipes spécialisées américaines, y compris les Navy SEALs et les Rangers de l'armée et Delta, et était soutenue par un certain nombre d'hélicoptères des forces spéciales. Optimisée pour toutes les opérations météo jour-nuit. Sous le commandement général de Général Joseph P. War, malgré l'objectif de l'unité d'arrêter Aidid et de le remettre à l'ONU, la force opérait en dehors de la structure de commandement de l'ONU. La Task Force Ranger a commencé à effectuer des raids sur les maisons sûres connues d'Aidid et de ses partisans, 6 au total entre août et septembre 1993. Tous ont réussi sauf un. L'exception étant le raid erroné sur un bâtiment de l'ONU non enregistré et les travailleurs de l'ONU se retrouvant temporairement détenus. Cependant, bien qu'Aidid lui-même soit resté un ennemi insaisissable, la Task Force Ranger a réalisé un grand coup lorsqu'elle a mené une opération le 21 septembre pour capturer l'un de ses principaux lieutenants en la personne d'Osman Atto. L'opération de capture a eu lieu près de l'hôpital d'Ikfer de Mogadiscio et s'est déroulée assez facilement. Cependant, comme un présage de ce qui allait arriver, les hélicoptères impliqués ont subi de lourds tirs de grenades propulsés par roquettes ou RPG, des armes traditionnellement utilisées contre les blindages et les positions protégées, et qui seraient donc dévastatrices pour les aéronefs à peau mince. Bien qu'il soit resté libre, la Task Force Ranger avait sérieusement entravé la capacité d'Aidid à fonctionner, et donc, comme un animal piégé, il s'est violemment attaqué aux troupes américaines et de l'ONU. Ces hommes ont persisté à monter des embuscades et placer des bombes. Puis, aux premières heures du 25 septembre, 4 jours après la capture d'Atto, un Black Hawk américain, indicatif Courage 5-3, effectuait un vol de reconnaissance au-dessus de la ville lorsqu'il a été pris pour cible par des militants armés de RPG. Une grenade a frappé l'appareil, enflammant le carburant à bord et tuant 3 soldats à bord. Le pilote, l'officier en chef Dale Schrader et le copilote Perry Alliman ont lutté pour maintenir l'hélicoptère endommagé en l'air assez longtemps pour atteindre les lignes amies. Mais cela n'a servi à rien, et l'appareil a dévié vers un bâtiment proche avant de s'écraser dans la rue. Les 2 pilotes étaient en vie, mais en grande difficulté alors que les forces hostiles se rapprochaient d'eux, cherchant à prendre des otages précieux. La course pour les récupérer a commencé. Une force de réaction rapide américaine de la 10e division de montagne s'est précipitée sur les lieux dans un camion de 5 tonnes chargé de sacs de sable pour protection. Ils furent rapidement touchés par un hélicoptère en arrivant sur les lieux. Un violent échange de tirs a suivi, et les troupes américaines ont appelé un soutien aérien sous la forme d'hélicoptères armés. Dans plusieurs cas, ces avions opéraient si près des hommes de la 10e montagne que des douilles vides leur tombaient dessus. Ayant récupéré les pilotes, les corps des troupes mortes et préparé l'avion abattu pour qu'il explose, ils ont commencé à se retirer, mais pas avant qu'un sergent ne perde sa jambe à cause d'un RPG. Détonation. Les 3 qui sont morts étaient le soldat de première classe Matthew Kay, Anderson, 21 ans de Lucas, Iowa, le sergent Eugene Williams, 26 ans de Chicago, et le sergent Ferdinand C. Richardson, 27, de Summerhead, Californie. Black Hawk abaissé. L'arrivée d'octobre a apporté des informations sur la localisation de 2 autres commandants supérieurs d'IDOT. Une forteresse dans le soi-disant quartier des bidonvilles de la mer Noire du marché de Baccarat, près de l'hôtel olympique.
Chacun impliqué dans la planification de l'opération de capture savait que ce serait sans doute le raid le plus ardu à ce jour. À cette fin, 160 soldats ont été affectés à l'opération, et ils se rendraient à Mogadiscio dans une flotte de 19 hélicoptères et 12 véhicules terrestres, bien qu'une demande de véhicules blindés ait été refusée. Les aéronefs devaient transporter la force d'assaut principale pour prendre d'assaut le complexe, ainsi qu'une force de blocage qui sécuriserait le périmètre pour empêcher les unités hostiles de converger sur les lieux. L'unité au sol chargerait ensuite les prisonniers sur leurs camions et sortirait rapidement avant le retrait des équipes d'assaut et de blocage à leurs aéronefs. À 15h30, le 3 octobre, l'opération a commencé et la flotte de Sikorsky MH-60 Blackhawks, soutenue par les plus petits MH-6 Little Birds en forme d'œuf, a rapidement décollé de leur base à l'aéroport avec les équipes d'assaut et de blocage. Rapidement, les aéronefs sont arrivés et la force de blocage a établi leur périmètre pendant que l'équipe d'assaut attaquait la forteresse. Pendant l'insertion, le soldat de première classe Todd Blackburn a manqué la corde sur laquelle il descendait de son Black Hawk en vol stationnaire et est tombé de 70 pieds jusqu'à la rue en dessous, devenant la première victime américaine du jour. Presque immédiatement, les deux équipes ont subi un feu nourri, tout comme leurs avions de soutien, en orbite au-dessus. Ils ont rapidement réussi à sécuriser 24 détenus. Les camions luttaient maintenant pour se rendre sur les lieux, qui étaient de plus en plus envahis par des hostiles armés, y compris des femmes et des enfants, tous tirant sur la force américaine. Un camion a été mis hors service par un RPG et a dû être abandonné sur les lieux. Mais à 16h, ils étaient sur les lieux. Et les détenus étaient en train d'être chargés, tandis que 3 autres véhicules ont été ordonnés pour transporter le soldat blessé Blackburn en sécurité. Pendant son évacuation, le sergent Dominique Pilar a été abattu et tué, devenant la première victime américaine de la journée. Pendant ce temps, la confusion régnait car il n'était pas clair qui devait signaler le début du retrait, coûtant aux troupes américaines de précieuses minutes. Puis, le désastre a frappé. En orbite au-dessus, fournissant un soutien, se trouvait le MH-60 Black Hawk avec l'indicatif Super 6-1 qui a commencé à essuyer des tirs. Aux commandes se trouvait le CW-3 Cliff Walcott, connu de tous sous le nom d'Alvis. Soudain, l'appareil a été secoué par l'impact d'un RPG et il a commencé à tourner de manière incontrôlable avant de s'écraser contre le côté d'un bâtiment proche. Walcott et son copilote, le CW-3 Donovan Lee Briley, ont été tués dans le crash. 2 membres d'équipage ont subi de graves blessures. 2 tireurs d'élite à bord, le sergent-chef Daniel Bush et le sergent Jim Smith, ont survécu suffisamment intacts pour commencer à tirer sur les groupes qui convergeaient vers leur position. Après l'abattage, les forces terrestres ont convergé vers sa position, et un MH-6 Little Bird indicatif d'appel Starform 1 a atterri dans la rue adjacente pour tenter d'évacuer les blessés. Le pilote est allé aider les survivants, réussissant à tirer 2 des soldats blessés dans le Little Bird, tandis que le copilote tirait un feu de suppression depuis le cockpit avec son arme personnelle. Sous un feu intense, le MH-6 a dû partir avec son équipage et les survivants. Des éléments de la force de blocage sont rapidement arrivés, suivis d'un Black Hawk pour la recherche et le sauvetage au combat. Le Black Hawk, touché alors qu'il déposait l'équipe de secours par corde, a été maîtrisé par son pilote le temps d'insérer l'équipe en sécurité, puis a été ramené à l'aéroport pour un atterrissage d'urgence. Dans les combats brutaux qui ont suivi, les États-Unis ont subi plusieurs autres pertes, dont le caporal Ranger Jamie Smith, qui a été laissé dans un état critique. Dans les airs, la place de Super 6-1 a été prise par un autre Black Hawk, le Super 6-4, piloté par l'adjudant-chef Michael Durant. Un RPG a été tiré sur l'appareil survolant le site du crash. L'avion a été projeté en l'air, percuté par un hélicoptère touché au rotor de queue. Durant a d'abord réussi à garder le contrôle de l'appareil et a commencé à se retirer vers la base, mais ensuite l'ensemble du rotor s'est désintégré et l'appareil a commencé à tourner de manière incontrôlable. L'appareil s'est écrasé sur un groupe de baraques en tôle et a tué plusieurs civils au sol, ce qui n'a fait qu'inciter davantage la population à agir contre les troupes américaines. Les hommes d'Ida ont encouragé par haut-parleur chaque Somalien à défendre sa maison et sa foi contre les Américains. Durant a survécu au crash, malgré de graves blessures.
Le Black Hawk Super 6-2, avec 2 tireurs d'élite Delta de l'armée américaine à bord, était en orbite près du deuxième site de crash. Le sergent de première classe Randy Shugat et le sergent-chef Gary Gordon. Observant les groupes d'hostiles approchant de la scène, ils ont demandé à être insérés sur la scène pour apporter de l'aide à tous les survivants. Et sa demande a été refusée. On estimait qu'ils pourraient faire plus depuis l'hélicoptère, mais Gordon a répété la demande, et après avoir été informé qu'on ne pouvait pas garantir leur sécurité, ce qui n'a guère dissuadé les 2 hommes, ils ont été insérés par Super 6-2 à 1642 heures. Super 6-2 est resté en station au-dessus, fournissant un appui-feu, mais seulement 10 minutes plus tard, les Somaliens ont tiré encore plus de RPG et l'un d'eux a touché directement le Black Hawk. Super 6-2 a décollé lors du premier vol du Hawk, touchant le cockpit et endommageant le moteur. Cela a laissé le copilote inconscient, mais malgré les dégâts, il a pu se traîner en sécurité, laissant cependant les tireurs d'élite et les survivants de Super 6-4 se débrouiller en grande partie seuls contre des centaines de Somaliens en colère. Effort de sauvetage. Pendant ce temps, le convoi tentait toujours d'atteindre le site du premier accident. Dans des rues étroites, ils ont subi une embuscade constante de tirs de mitrailleuses, de RPG et d'explosifs. Cela n'a pas aidé que la navigation dans les rues s'est avérée un défi unique, car avec tant de combats, les rues ressemblaient à peine aux cartes que les Américains avaient. Ainsi, le convoi s'est perdu, ajoutant seulement au temps où ils étaient pris dans la porte de la maison du convoi. Il avait subi de nombreuses pertes et des dommages à ses véhicules, et on estimait que même s'il pouvait trouver le site de l'accident, il ne ferait qu'ajouter au problème croissant de l'évacuation du site plutôt que d'aider. On a donc ordonné au convoi de commencer son chemin retour vers l'aéroport hors de la ville. À l'aéroport, une force de réaction rapide a été rapidement assemblée, prête à sortir et à fournir de l'aide, tout comme elle l'avait fait lorsque Courage 5-4 a été perdu. Cependant, Hadid avait également tiré des leçons de l'incident précédent et avait mis en place ses propres plans de contingence pour eux. Le convoi de la QRF a rencontré une résistance juste après avoir quitté l'aéroport. Au final, les tirs hostiles étaient si sévères que même le convoi de la QRF a été contraint d'abandonner sa charge vers les sites d'accident et a plutôt combattu pour se joindre au convoi sortant de la ville afin qu'ils puissent se soutenir mutuellement. Le convoi a été contraint d'abandonner sa charge vers les sites d'accident et a plutôt combattu pour se joindre au convoi sortant de la ville afin qu'ils puissent se soutenir mutuellement. Au final, les tirs hostiles ont été contraints d'abandonner leur charge vers les sites d'accident et ont plutôt combattu pour se joindre au convoi sortant de la ville afin qu'ils puissent se soutenir mutuellement. Dans la bataille en mouvement de retour à l'aéroport. Avec les 2 convois revenant à l'aéroport, il restait 99 soldats américains connus se battant pour leur vie dans la ville autour du premier site d'accident. Pour les tireurs Delta sur le site d'accident numéro 2, c'était un désastre. Il est contesté de savoir qui a été tué en premier, bien que la version officielle des événements indique que Shugat a été le premier à mourir, après quoi Gordon a ramassé son arme et l'a remise au Durant blessé pour qu'il puisse continuer le combat. Certaines sources diffèrent cependant, car on pense que Durant a mal identifié qui lui a remis l'arme après le premier a été tué. Peu après, Gordon fut tué et le lieu du crash envahi. À l'exception de Durant, tous les survivants ont été battus à mort dans une frénésie vicieuse aux mains de la foule, et leurs corps ont été dépouillés, mutilés et emportés comme des trophées à exposer. Avant de subir le même sort, la vie de Durant a été épargnée par l'intervention de Youssouf Daïr Walloum, qui souhaitait le prendre en otage pour Hadid. Les Rangers et les troupes Delta sur le site du premier crash ont rapidement commencé à réaliser qu'ils étaient désormais confrontés à la perspective intimidante de se terrer pour la nuit au milieu de ce qui semblait être une ville entière déterminée à les tuer. Ils ne s'attendaient pas à une telle opération, manquant d'équipements essentiels pour un combat nocturne efficace, comme les lunettes de vision nocturne, dont les fournitures étaient désespérément insuffisantes. À 19h08, l'air rugissait du bruit d'un Black Hawk entrant,
indicatif d'appel Super 6-6 alors que son équipage faisait un effort audacieux pour larguer de l'eau fraîche et des munitions et pour évacuer le caporal Smith, mais l'appareil a subi un tel feu nourri qu'il a failli lui aussi être perdu. Malheureusement, cela signifiait qu'ils étaient incapables d'évacuer le caporal blessé, et il est mort de ses blessures à 20h27. Un autre convoi a été formé à l'aéroport pour tenter d'atteindre le premier site de l'accident. Le reste de la Task Force Ranger a été organisé au nouveau port de la ville avec des chars et des véhicules blindés, des contingents de l'ONU malaisiens et pakistanais. Cette formation n'est pas passée inaperçue dans la ville active aux yeux des hommes d'Aidid. À 23h23, le nouveau convoi s'est déplacé dans la ville, subissant un feu très intense, fournissant un soutien. Le nouveau convoi traversant la ville a subi un feu intense, soutenu par des hélicoptères AH-6, version de combat du Little Bird, qui ont mitraillé les positions somaliennes, ainsi que les Cobra AH-1A BAL. Le convoi Rescoy, s'étendant sur presque 2 miles, serpentait dans la ville. Un avantage qu'ils avaient était que, avec la tombée de la nuit, beaucoup de ceux dans la ville qui avaient répondu à l'appel aux armes d'Aidid s'étaient désengagés et étaient rentrés chez eux. Cela laissait toutefois ses miliciens les plus déterminés derrière lui. De nombreux hommes ont été tués par les forces d'Aidid, milices expérimentées respectées par les troupes américaines et de l'ONU. En plus des hélicoptères armés américains en vol, des chars M48 de l'armée pakistanaise ont également été utilisés avec grand effet, leurs canons principaux dégageant les barrages routiers et tirant dans les fenêtres, d'où des miliciens cachés tiraient leurs armes. Le convoi a atteint le site du crash le 4 octobre à 0200 heures. Plusieurs véhicules ont été détruits par les hommes d'Aidid, bon nombre du convoi a été tué ou blessé. Malgré les dégâts, le soulagement est arrivé pour les troupes américaines assiégées. Dans le cadre de l'effort d'évacuation, tous les corps des troupes tuées devaient être récupérés. Mais cela a posé un problème lorsqu'il s'agissait du corps de Wolcott, le pilote de Super 6-1. Ce ne serait pas avant 0530 heures que le convoi était prêt à recommencer à bouger. Toutefois, un autre problème est survenu. L'effort de sauvetage avait été rapidement mis en place, car les commandants de l'ONU n'avaient pas été informés du raid à l'avance, la crainte étant que cette connaissance ne se filtre jusqu'aux informateurs d'Aidid. Ainsi, malgré sa taille, le convoi n'a pas pu accueillir tout le monde. Quand le site du crash a été abandonné, plusieurs troupes ont dû se retirer à pied, se couvrant avec les véhicules. Cependant, dans le chaos des événements, ils se sont rapidement retrouvés laissés pour compte, les forçant à se précipiter vers un point de rendez-vous à l'intersection de la Hall of Wadig Road et de la National Street. Le convoi n'a pas réussi à atteindre sa destination et a été dispersé dans les travaux civils locaux, une pratique désormais intégrée dans le droit militaire américain, comme le Mile de Mogadiscio. À 06h30, la bataille était terminée. Les troupes américaines étant évacuées vers le stade voisin tenu par le contingent pakistanais des forces de l'ONU. Les retombées de la bataille ont été à la fois dramatiques et immédiates. Les Américains ont appris qu'ils avaient informé les Britanniques, au Malawi, de la réunion des militaires britanniques avec la flotte captive dans l'ouest des États-Unis en 1013 et 1818. Les Américains ont appris avec effroi la mort de 18 soldats à Mogadiscio, un 19e succombant 2 jours après. 73 autres ont subi diverses blessures, légères à graves. Cet affrontement a été le plus meurtrier pour les troupes américaines depuis la guerre du Vietnam, remettant en question l'idée que les futurs conflits pourraient ressembler à des jeux vidéo propres. S'ajoutant à cela était la nouvelle que Durant était toujours retenu en otage quelque part à Mogadiscio. Des hélicoptères américains survolaient en la ville avec des haut-parleurs proclamant qu'ils ne le laisseraient pas derrière pour lui donner de l'espoir et jouaient de la musique d'ACDC, son groupe préféré. Aidid a retenu Durant pendant 11 jours avant que lui et un soldat nigérian, également pris par les hommes d'Aidid, ne soient libérés via la Croix-Rouge. Il a continué à voler jusqu'à sa retraite en 2001 puis est entré en politique aux États-Unis. Après la bataille, le président Bill Clinton a annulé toutes les opérations. Aidid a été contraint de quitter la Somalie et les forces américaines évacueraient la Somalie d'ici mars 1994.
Le 15 décembre 1993, le secrétaire à la défense américain Les Aspin a démissionné et a assumé une grande partie du blâme pour le refus de déployer des véhicules de combat blindés pour soutenir l'opération. Le 4 février 1994, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une autre résolution concernant la Somalie. La résolution 897 a défini le processus pour achever la mission de l'ONU en Somalie d'ici mars 1995, culminant avec le retrait de toutes les troupes de l'ONU. Suite à une demande de l'ONU, le 16 décembre 1994, les États-Unis ont entrepris l'opération United Shield et le 7 février 1995, une flotte multinationale dirigée par les États-Unis est arrivée pour faciliter le retrait des forces de l'ONU, ce qui a été achevé le 10 7 mars. Après leur retrait, Mohamed Farah Aidid s'est déclaré président de la Somalie le 15 juin 1995. Il a été assassiné près de 14 mois plus tard, laissant derrière lui une nation toujours ravagée par la guerre et la pauvreté. Bien que plusieurs soldats américains engagés aient été honorés, les distinctions les plus élevées ont été décernées à Gary Gordon et Randall Shugat, tireurs d'élite Delta, qui ont insisté pour être déployés sur le site du crash du Super 6-4 en Somalie, le 15 juin 1995. Gordon a reçu à titre posthume la médaille d'honneur du président Bill Clinton. De plus, ils sont maintenant commémorés par leur nom qui orne deux navires de la marine américaine, l'USNS Gordon et l'USNS Shugat. La bataille a été une leçon importante pour l'armée américaine sur les dangers posés par des insurgés comparativement moins armés, mais tenaces et créatifs, ainsi que sur les défis du combat urbain. Beaucoup de leurs leçons seraient appliquées près de 10 ans plus tard pendant la guerre en Somalie. À ce moment-là, beaucoup des jeunes soldats impliqués dans la bataille avaient accédé à des postes plus élevés où ils pouvaient transmettre cette expérience durement acquise aux nouvelles recrues sous leurs ordres pour mieux les préparer à ce qui les attendait. Merci d'avoir regardé. Consultez le sponsor de ce documentaire, Corps of War, via le lien dans la description ou les commentaires. Merci, à bientôt dans la prochaine vidéo.